Mesdames et messieurs, bonjour, Oscar Galapagos avec vous. La culture, c'est de la miel. Et la culture en particulier, ce sont les musées. Et lorsque nous prenons par exemple le musée du Louvre et que nous descendons dans un département, par exemple celui des Antiquités grecques, eh bien nous arrivons là-bas et nous promenons nos regards dans ce musée et nous voyons différentes choses. Et lorsque nous ne sommes en rien des spécialistes de ce que nous voyons, comme moi qui ne suis absolument pas spécialiste de l'art grec, mais comme quand nous sommes de simples profanes, des amateurs, eh bien, nous y allons un peu à l'aveuglette. Hein, on est intéressé, on est étonné, on est un petit peu blasé. On progresse d'œuvre en suivant la disposition où elles ont été placées pour nous, sans vraiment comprendre ce que nous voyons. Hein, il faut bien le reconnaître. Et ces visites au musée, souvent, eh bien, il y a des choses qui nous semblent belles, d'autres dignes d'intérêt, d'autres dignes d'un coup d'œil plus prolongé. Et puis, il y en a beaucoup qui, finalement, ne nous disent rien. Hein. Alors, nous nous plongeons dans la lecture des petites fiches explicatives qui sont afférentes à chaque œuvre, pour essayer d'y voir plus clair, hein, comme si regarder ailleurs, ça nous éclairait le regard sur les œuvres. Avec ce danger qu'à trop lire les explications, eh bien, on ne regarde plus les œuvres qu'elles sont censées expliquer. Alors au bout d'un temps qui varie avec la patience et l'obstination de chacun, il y en a qui sont très très obstinés, eh bien, nous finissons quand même par céder à la fatigue et nous lasser de ce bain de culture, de cette surdose de culture. Oui, mesdames et messieurs, la culture, c'est de la miel, c'est vrai, mais il faut prendre en compte le phénomène de la satiété aussi. Hein. Personne ne vous a dit qu'il fallait se gaver de miel jusqu'à en crever. Hein. Et la surdose dans les musées vient surtout du fait que nous ne savons pas où regarder, nous ne savons pas quoi regarder, nous ne savons pas dans quel ordre regarder les choses, nous ne savons pas selon quelle logique regarder les choses. Notre regard est baigné de stimulations qui lui arrivent de façon simultanée, de façon indifférenciée, et qu'il est très difficile pour le profane que nous sommes de trier. Il est très difficile d'y voir, d'y discerner quelque chose. Réflexion d'un adolescent à la caisse quand on lui a signifié qu'il n'avait pas le droit à la gratuité. Hein, pauvre chéri, ça va pas la tête, je vais pas payer pour aller voir des vieilles statues en ruine, qu'il a dit l'adolescent. Et quelque part, il a parfaitement raison. Si la seule chose qu'il voit, ce sont de vieilles statues en ruine, eh ben, il est parfaitement absurde d'aller payer pour voir ça, effectivement. Le fait est que nous, les adultes, prétendons y voir quelque chose d'autre, mais il faut bien reconnaître, pour être totalement honnête, que souvent, on n'y voit pas grand-chose. Alors, si nous sommes venus, malgré tout, dans le département des Antiquités grecques du musée du Louvre, c'est que nous attendons quand même vaguement quelque chose de cette expérience, de ce contact. Nous avons, à propos de l'art, un certain nombre de représentations plus ou moins précises. Hein. L'art élève l'âme au-dessus des considérations trop terre-à-terre. Cela est une expression d'une vision de l'artiste, hein, qui par son œuvre nous la rend visible, sa vision. Cela peut être aussi considéré, vu, regardé comme une prouesse technique, une prouesse manufacturière. Dans le cas de l'art grec, plus précisément, il y a d'autres représentations encore plus spécifiques qui viennent s'ajouter. La Grèce, c'est le berceau de notre civilisation occidentale, c'est son origine, son ombilique. Y retourner, c'est aller aux sources même de notre monde. Car enfin, quand même, ce sont eux un petit peu qui ont inventé la démocratie. Eh oui, la démocratie athénienne, hein, bah oui, vous voyez que ça vous revient. Bon. Et dans le domaine de l'art, dans le domaine de la statuaire grecque, les Grecs ont élaboré lentement et patiemment, mais aussi avec des avancées fulgurantes, parfois une forme d'expression neuve et tout à fait originale par rapport à tout ce qui s'était jamais fait ailleurs auparavant. Alors avant l'âge classique grec, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Avant l'âge classique, au 6e et au 7e siècle avant Jésus-Christ, eh bien la statuaire grecque, bien que présentant des traits propres,
ressemble encore beaucoup à ce que l'on connaît de la statuaire égyptienne, par exemple. Ce sont des œuvres hiératiques qui sont censées se présenter uniquement sur une face, le devant, et qui apparaissent dans des positions conventionnelles et figées. Ce type de représentation humaine en Grèce s'appelle le kouros. C'est symétrique et c'est frontal. Au Louvre, il y en a un de kouros. Il s'appelle l'Apollon de Piombino. Eh oui, un petit bronze d'un peu plus d'1 mètre de haut, qui a été retrouvé en mer dans un navire qui avait fait naufrage au large de Piombino, en Italie, en 1834. Alors du fait qu'il n'est jamais arrivé à destination, ce petit bronze, et qu'il n'a pas été usé par les siècles, il est considéré comme le seul grand bronze archaïque, donc de l'époque préclassique, actuellement conservé. Alors, nous ne sommes pas les seuls, nous autres hommes contemporains, à être des amateurs d'art grec, à le collectionner, à être prêts à payer très cher pour se le procurer. Les Romains, en leur temps, après qu'ils aient conquis la Grèce, étaient pareillement fanatiques, si ce n'est plus que nous encore, de cet art qui, plusieurs siècles avant eux, leur semblait avoir réalisé la perfection et avoir atteint l'idéal de ce qui se peut faire. Il y a donc un peu partout, dans l'Empire romain, de riches collectionneurs qui achètent en Grèce ce qu'ils peuvent acheter, ou qui font acheter en Grèce par leurs contacts ce qu'ils peuvent acheter. Il y a également dans tout l'Empire une grande industrie de la copie des originaux grecs, si bien qu'aujourd'hui, beaucoup de ces originaux grecs qui ont disparu ne nous sont connus qu'à travers leur copie romaine. En tout cas, cela explique la présence de cet Apollon grec dans les eaux italiennes de Piombino. Et lorsqu'il est découvert, donc, en 1834, les savants modernes sont séduits en fait par la rareté de la trouvaille. Et oui, ils ont l'impression là d'avoir mis la main sur quelque chose d'absolument unique. Sauf que, il n'y a pas que les non-spécialistes que nous sommes qui n'y voient rien, mesdames et messieurs, qui sont incapables de diriger leur regard d'une manière cohérente et ordonnée, et qui du coup sont extrêmement sensibles et extrêmement malléables à ce que les autres disent des œuvres. Eux qui y remarquent quelque chose, les autres, les spécialistes, ou les soi-disant spécialistes. En fait, ils sont les mêmes exactes girouettes que nous sommes nous autres. Ils ont simplement l'air beaucoup plus assurés, et ils s'expriment en phrases amples sur un mode exclusivement affirmatif, attrapant les regards et les oreilles des béotiens que nous sommes. Mais les spécialistes parfois se plantent, et dans les grandes largeurs, je vous prie de le croire. Cela a été le cas en 1834, avec la découverte de cet Apollon de Piombino, qui a mis la communauté des savants et des érudits en ébullition. Et oui, alors c'était génial, c'était une découverte incroyable, phénoménale, la seule pièce de l'époque archaïque, etc., entièrement conservée. Mais bientôt, des voix se sont fait entendre, des voix qu'on a essayé de rabattre au début, mais des gens qui observaient réellement les choses et qui notaient en fait des dissonances avec les théories officielles ad hoc. Eh oui. Par exemple, pour ce kouros de l'époque préclassique, comment se fait-il qu'il ait les bras détachés du corps, comme le permet la technique de la fonte en creux, technique qui n'était pas maîtrisée au moment de la date supposée de la fonte de cette œuvre. Autre exemple, que vient faire la dédicace à Athéna sur le coup de pied d'Apollon? C'est un fait curieux, un fait bizarre, un fait inexplicable. À partir de là, d'autres discordances arrivent en cascade et s'assemblent dans une cohérence en fait. Les jambes sont trop longues, le visage beaucoup plus expressif que les figures aux traits figés de cette époque. Les traits décoratifs de la coiffure ne correspondent pas non plus, et mille autres petits détails que maintenant les spécialistes voient. Ils ne voient même que ça, tellement ça crève les yeux. C'est en fait, on a affaire à une statue archaïsante, c'est-à-dire faite dans le style archaïque, et non pas à une statue archaïque. C'est un faux. Je vous passe tous les détails de l'enquête, mais je vous donne les résultats. À Rhodes, au 1er siècle avant Jésus-Christ, un atelier de bronzier originaire de Tyr en Phénicie fabrique des faux en vue de berner la clientèle romaine. L'art est déjà à cette époque pleinement ce qu'il est aujourd'hui, un jeu de dupes ainsi qu'un marché lucratif. Mais plus profondément, cette histoire nous raconte quelque chose à propos de notre regard en général et comment il est tout à fait possible de ne pas voir ou de ne voir que ce qu'on nous dit de voir. Eh oui, si vous avez l'impression obscure d'être berné, d'être mené en bateau par le spectacle de l'information, des news que l'on nous soumet quotidiennement, allez donc au Louvre contempler un peu cet Apollon de Piombino et posez-vous ces questions. Que voyez-vous? Qu'y a-t-il à voir? Que vous dit-on d'y voir? Que voyez-vous à mieux y regarder? Qu'auriez-vous vu si vous étiez le riche client romain?
Qu'auriez-vous vu si vous étiez le faussaire, le savant qui a découvert l'œuvre, etc., etc. Et si vous rattrapez l'ado au fait qui était à la caisse devant moi et qui disait qu'il ne voulait pas payer pour mater des vieilleries, vous pourrez essayer de lui expliquer que ces vieilles statues peuvent le faire entrer au cœur même des choses, non seulement de l'art, hein, mais de la vie. Bon, je vous souhaite bon courage pour lui. Reste encore un dernier mystère. Pourquoi ces faussaires de Rhodes, originaires de Tyr, en Phénicie, qui vendaient leurs œuvres en Italie, ont-ils mis leur nom, ont-ils écrit leur nom sur une lamelle de plomb cachée à l'intérieur de la statue? Mesdames et messieurs, la culture, c'est de la miel. Gardez-vous.